Ah bah tout simplement, voilà, je vais en profiter pour lancer un appel. Nous sommes 23 bénévoles, nous sommes débordés, c'est-à-dire qu'on passe nos journées entières, voire même nos nuits sur les dossiers. Notre site web n'est pas du tout à jour. Donc je lance un appel au bénévolat. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien gérer le site web pour enfin le mettre à jour, qui se propose. D'accord. Donc c'est voilà. De mise à jour. Non, ce n'est plus. Alors si vous voulez, je trouvais ça très bien, c'est-à-dire, alors attention, quand je dis pédophilie, c'est-à-dire pédophilie avouée, c'est-à-dire avec aveu, preuve et tout ce qui s'ensuit. Je trouvais ce projet bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour protéger les victimes. Mais à côté de ça, je me suis aperçue que malheureusement, il y a tellement une haine qui se forge autour de la pédophilie que j'ai peur, si vous voulez, qu'il y a des milices après qui se créent anti-pédophiles. Et vu que là qu'on aurait leur adresse et leur identité, et puis boum boum boum, quoi, je sais pas si vous comprenez. Ouais, donc j'avais un peu peur de ça, c'est pour ça que j'ai aussi abandonné ce projet. Mais ce projet-là faisait partie de mes projets quand j'ai ouvert cette association. Et en ouvrant, il y a un an de ça, si vous voulez, j'avais pas la même vision des choses que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un an de ça, j'entendais parler de corruption de justice, mais j'étais encore dans le doute, vu que je n'avais pas eu forcément la preuve devant mes yeux. Et j'entendais parler de réseaux, mais c'était vague. Je connaissais un petit peu parce que j'avais regardé quand même plusieurs émissions dessus. Et en fait, ça m'étant réellement confronté à d'autres sujets en dehors de son affaire que je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment urgence en France et que je voyais de plus en plus de citoyens révoltés. C'était horrible. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit autant abandonner l'histoire du fichage public parce qu'il va y avoir des milices qui vont se créer et ça va en finir par un appel à la haine. Et c'est pas du tout mon but. D'accord. On me demande si vous avez entendu parler de Laurent Louis et de sa fameuse lettre qu'il a reçue à l'époque sur l'affaire du trou. Laurent Louis, oui. Alors attention, je connais très bien l'histoire, mais par contre, je ne savais pas du tout. Vous voyez, vous me l'apprenez qu'il a reçu une lettre. Ouais. Je tiens aussi à préciser que depuis, on va dire, 6 bons mois, je ne suis plus du tout l'actualité, tout simplement par, en fait, un manque de temps. D'accord. Donc une lettre qui incrimine bien sûr plusieurs hauts placés du gouvernement belge. Une lettre qui a fait très polémique. Oui, très polémique. Oui, j'en ai entendu parler, mais après rentrer dans les détails, je peux pas vous dire parce qu'honnêtement j'en entends tous les jours que c'est hallucinant. Par contre Laurent Louis, oui, c'est une affaire que j'ai suivie comme tout le monde. Après j'ai juste entendu ce que les médias racontaient. Laurent Louis, je suis désolée, à mes yeux, il n'a pas agi seul. Il y a quand même des choses qui m'interpellent dans ce dossier. Alors, justement aussi, on me pose la question, est-ce que aussi il n'y a pas un rapport avec toute la promotion de la pornographie telle qu'elle est pratiquée dans toute la société aujourd'hui, de façon presque indécente, de façon presque agressive, quoi. J'en viens à me poser la question, je vous le dis honnêtement. J'en viens à me poser la question si carrément en France on n'essaye pas de promouvoir, c'est-à-dire de promouvoir la sexualité libre, promouvoir les préférences sexuelles, promouvoir, la pédophilie, il faut dire ce qu'il y est. Ouais. Et on a bien monsieur de Rambourg-Dominique qui nous l'a prouvé ces derniers temps. Ouais. Vous pouvez expliquer un peu cette affaire ? Donc en gros, nous on a répondu, donc il y a une lettre en fait qui circule sur le net, on a répondu aux propos du député. J'ai une de mes bénées qui a carrément envoyé un mail et elle a obtenu réponse. En gros, donc il dit que c'est le Figaro qui défend ses propos et lui ce qu'il propose c'est simplement de mettre une suramende pour pour aider en fait pour subventionner les associations de victimes comme la mienne, pour aider les victimes. Mais alors ça, nous on trouve ça complètement con et absurde, vous m'excuserez de ma vulgarité, parce que les victimes n'attendent pas de l'argent, on s'en fout de l'argent. Nous ce qu'on demande c'est vraiment une peine alourdissante et quand on entend ces propos dire qu'en gros un petit dérapage d'un tonton qui a un peu trop bu et qui cafouille sa nièce, c'est pas grave, je suis désolée, il y a de quoi quand même de s'alarmer et surtout de s'indigner. Ouais, quand même. On me dit que vous avez peut-être confondu Laurent Louis et Émile Louis. Okay, oui, peut-être, mais j'entends pas très bien, je vous le dis. Oui, voilà. J'entends vraiment très bas, en fait. D'accord, je vais me rapprocher un peu.
Voilà, je vais rapprocher le micro. Laurent Louis, le député belge, Émile Louis, oui, le prédateur, oui. Je comprends mieux parce que honnêtement, j'étais en train de rechercher dans ma tête la connexion entre Laurent Louis. J'ai entendu parler du net, oui. Donc Laurent Louis, oui, c'est le député belge. Alors il faut savoir que moi je n'agis pas en Belgique, hein, je n'agis qu'en France. Mais j'ai entendu des échos sur cette fameuse lettre. Mais après, comment dirais-je, vous savez, les échos, il y en a surtout. C'est pareil, tout à l'heure, on me posait la question sur le code couleur. Il y a beaucoup de choses qui se, comment dirais-je, qui se disent. J'aime pas trop les échos, moi je préfère les preuves. D'accord. Voilà. Alors on me parle aussi, c'est vrai, de castration chimique. C'est une solution qui est utilisée, ça, en France? Donc elle n'est pas utilisée en France. Je crois que c'est au Danemark, aux Pays-Bas qui l'ont mis en place. Je sais qu'il y a un pays qui l'a mis en place. Ça pourrait être une solution. Après, il faut savoir aussi qu'un pédophile peut aussi faire énormément de mal avec ses mains. D'accord. Alors, on me dit aussi, est-ce que les infrastructures juridiques dans les affaires pédophiles ne sont-elles pas trop lourdes ou bien trop longues et que les victimes abandonnent finalement par dépit, par découragement? Parce que est-ce qu'il n'y a pas, c'est vrai dans ces affaires-là, puisqu'on demande tout un tas de preuves, que c'est très complexe, ça tient à des enfants, que ça touche bien souvent, on a l'impression, au cœur des familles, quoi, finalement. C'est très particulier. Donc, déjà, les procédures judiciaires sont très longues. Comment dirais-je, moi, ça a été jugé en 2 ans et demi de temps. Je vois des affaires où ça traîne pendant 4-5 ans. Il y a des fois, on a l'impression que le dossier est mis de côté. Il y a un moment où ça se réveille et hop, on va proposer la correctionnalisation. Donc, je pense qu'aussi le moyen de faire traîner les affaires, c'est aussi plus pour pouvoir les recorrectionnaliser. D'accord. Ouais, parce que donc il y a combien de temps à peu près? Vous pouvez dire le temps moyen de traitement des dossiers, justement, dans ces affaires? Le temps moyen, ce que je constate, après, comme je vous ai dit, j'ai qu'un an d'associatif, j'ai des dossiers qui datent de 2006, j'en ai eu un qui, alors lui, a été traité vraiment en temps record. Si mes souvenirs sont bons, on a fait le signalement au mois de janvier. Le dossier a été jugé il y a 1 mois. Donc, alors une histoire, c'est assez compliqué, une histoire d'agression sexuelle, mais si j'ai bien compris, après c'est repassé en corruption mineure. Mais en moyenne, la moyenne que j'ai pu faire, c'est qu'il se passait au minimum 3 ans. Il y a des dossiers où ça va plus vite, il y a des dossiers qui traînent depuis des années en fait. Ouais. On me demande si vous connaissiez Bruno Mercier, quelqu'un qu'on avait accueilli ici, qui dénonce aussi de grands réseaux pédophiles internationaux, quoi. Non, j'en ai entendu parler, mais après je ne connais pas. D'accord. Alors on me demande aussi, est-ce que promouvoir la sexualité de la petite enfance, ce serait pas justement en rapport direct avec cette volonté donc on va dire de banaliser la sexualité, puisque c'est même préconisé d'apprendre la masturbation dans un rapport de l'OMS, de la oui, dans la fameuse théorie du genre. Oui. Il faut savoir qu'à l'association de ma vice-présidente, parce qu'elle est toujours à la recherche des dernières actualités, on a tenté d'alerter, si mes souvenirs sont bons, au mois de janvier. On est passé entre guillemets pour des illuminés. J'ai moi-même pris rendez-vous avec la directrice de l'école de mon fils qui, elle, n'en avait jamais entendu parler, de cette fameuse théorie du genre. Ensuite, on a fait un espèce de communiqué de presse dessus, on a tenté de nous endormir, mais moi, ce que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est en train de tout doucement se mettre en place. Et comme dit si bien l'internaute qui vous a posé la question, oui, j'ai l'impression que c'est aussi pour prohiber tout ça. Ouais, et puis il y a une volonté, parce qu'on a vu aussi, c'était en Italie, me semble-t-il, ou dans un cas dans un jugement justement sur une affaire de pédophilie, on a carrément décriminalisé le pédophile en reconnaissant que oui, c'était pas grave, quoi. On a presque donné jurisprudence comme un blanc-seing, quoi, finalement. C'est assez incroyable. Si vous parlez en Italie, si j'ai... Comment? En Italie, oui. Non, oui, en gros, oui, en cour de cassation, je crois qu'il a été blanchi, enfin acquitté, voilà. Parce que la victime avait 12 ans et qu'on disait en gros qu'il y avait une relation amoureuse entre lui et la petite, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Oui, ça j'avais très bien suivi même. D'accord. Donc d'ailleurs, voilà, on en profite parce que des fois, il y en a qui pensent que cette histoire est une intox, alors qu'elle est complètement réelle. Hein.
Non, non, elle est véridique, mais il y a beaucoup d'histoires, alors c'est ça aussi que je me rends compte. C'est-à-dire quand on commence à avancer vers des choses qui, on va dire, dérangent, tout de suite, vous avez un communiqué de presse qui sort et qui va vous dire l'inverse de ce que un premier journaliste a publié. C'est-à-dire, pour la théorie du genre, on nous a carrément endormis en disant, mais non, alors, moi j'avais eu des réponses, parce que on s'était renseigné partout. Le rapport de l'OMS a été mal traduit de sa version originale, donc la version anglaise à la version française. Donc nous, à l'association, on a fait traduire ce rapport. Le rapport disait exactement la même chose, la même traduction. Ensuite, c'était une mauvaise interprétation, que c'était aussi pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais donc, on nous a beaucoup endormis, donc on a mis en avant l'ABC Égalité, qui n'a rien, enfin, qui est, on va dire, un premier moteur de la théorie du genre, mais qui n'a strictement, on n'était pas encore dans la théorie même. Il faut aussi savoir que la théorie du genre a été écrite par comment dirais-je, un Américain pédophile, j'ai plus le nom sous les yeux, mais j'avais fait beaucoup de recherches là-dessus. Voilà. Voilà. Oui, je me souviens très bien qu'il avait même transformé un petit garçon en une petite fille et que le gamin s'en est même foutu en l'air. Donc la théorie du genre vient de là. Et donc comment dirais-je, donc on a tenté, donc je vais revenir vraiment au sujet principal, on a tenté de nous endormir en disant mais non, c'est rien, c'est rien. Mais là on voit de plus en plus de parents publier ce qui se passe dans les écoles. C'est-à-dire, moi j'ai vu un devoir circuler auquel on apprenait un gamin en CM1 qu'est-ce que c'était une fellation, qu'est-ce que c'était un cuni, enfin c'est hallucinant quoi. On voit aussi les lycéens de Toulouse venir en jupe. Alors bien entendu, ce qu'on nous a sorti, oui, c'est tout simplement pour soutenir les femmes patati patata. Non, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que les hommes ont besoin de venir en jupe? Il y a eu énormément de choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est voilà, ça c'est finalement ce qu'on a constaté sur cette théorie du genre qui s'impose comme ça très insidieusement, quoi. Bah oui. Alors, on me demande, est-ce que comment vous pouvez encore avoir confiance en la justice avec votre affaire? Est-ce que vous avez confiance encore, c'est vrai, en la justice? On va dire que je n'ai plus confiance, mais j'ai l'espoir. Je me dis que malheureux, il y a bien encore quelques magistrats, il y a bien encore quelques policiers qui ont encore un peu d'humanité, encore un peu de cœur. Et c'est là-dessus que j'essaye en fait de faire bouger les choses. Qui ne sont pas tous corrompus, si vous voulez. On me demande d'ailleurs si vous connaissez l'affaire des réseaux de Zandvoort. Alors je la connais comme tout le monde, c'est-à-dire c'est une affaire que j'ai beaucoup regardée par différents reportages. Ouais. Dans cette affaire-là, donc il y a le reportage de 15-0 qui a été très très bien fait. On voit très bien qu'il y a une volonté quand même d'étouffer les choses. On voit des parents qui reconnaissent quand même leurs enfants sur des clichés et qu'on leur dit que non, ce n'est pas les enfants. C'est quand même hallucinant, quoi. Alors je crois qu'il y a eu plus de 70 enfants, si mes souvenirs sont bons, même un peu plus, qui a été identifié formellement par les parents. Alors donc il y a 70 sosies de gosses sur ces trucs-là. Non, pour moi, non, c'est simplement une affaire, à mon avis, qui dérange. D'accord. Et est-ce que vous avez des suites aussi? Vous saviez cette affaire pas loin d'une école près de Tours où des enfants avaient été forcés de se déshabiller? Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi. J'en ai vaguement entendu parler, mais non, je n'ai pas eu de suite. D'accord. Parce qu'il y en a tellement, si vous voulez, comme je vous dis, ça fait 6 mois où j'essaye quand même de suivre par divers forums, quand même de continuer à m'informer de l'actualité, mais ça fait vraiment, on va dire, 6 mois que je suis déconnectée un peu de tout ça, tellement qu'on a du travail à l'association. Mais bon, on partage énormément de liens de presse sur notre page associative, et j'en vois circuler tous les jours les plus atroces les unes que les autres, quoi. Alors il y a une question aussi qui revient et qui un peu se pose, c'est dans l'existence de ces réseaux, on parle souvent de protection maçonnique, c'est-à-dire de gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie qui se protégeraient les uns les autres aussi. Oui. Qui sont énormément installés dans le milieu judiciaire. Voilà, alors là c'est pareil, hein, je vais répondre comme tout à l'heure pour les disparitions d'enfants. J'ai découvert la franc-maçonnerie, si mes souvenirs sont bons, en juillet, donc j'en avais entendu parler comme tout le monde, des francs-maçons. Je suis pareil en pleine étude pour savoir comment ils ont été créés, comment ils agissent. Donc non pas que je nie l'existence, loin de là, parce que oui, il y a des francs-maçons et oui, il y a de la corruption de justice, il y a même des dossiers étoilés qui prouvent bien qu'entre eux ils ont même des codes, mais je peux pas répondre
répondre concrètement parce que je veux pas dire de bêtises, je veux pas induire les gens en erreur, vu que je n'ai pas assez, si vous voulez, assez étudié le sujet. D'accord. Et à l'association, ça aussi je tenais à le dire parce que les gens doivent me prendre un peu pour une illuminée qui connaît rien. À l'association, j'ai quand même ma vice-présidente qui connaît extrêmement bien le sujet. Donc quand elle a vraiment le temps, elle m'explique les différentes ce qui se passe exactement. Et bon, j'en découvre tous les jours et je trouve ça complètement lamentable et horrible. Et il faut savoir qu'en plus c'est une secte, donc c'est hallucinant quoi. D'accord. On me demande, est-ce que lorsqu'un pédophile sort de prison, est-ce qu'il existe un suivi par la justice? Est-ce que cette personne, elle est... Alors on sait par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, je crois qu'ils sont obligés de se déclarer même dans un quartier, etc. Mais en France, est-ce qu'il existe des mesures similaires? Alors tout dépend en fait de la mesure judiciaire imposée, c'est-à-dire qu'en France un pédophile bien souvent un contrôle, on appelle ça un suivi médico-judiciaire, c'est-à-dire qu'il doit suivant en fait ce que le juge décide, ça peut aller de tous les mois, voire une fois par an déclarer son adresse ou alors aller toutes les semaines pointer à la gendarmerie, tout dépend en fait. On leur instaure donc un suivi médical, donc c'est-à-dire qu'on les envoie voir un psychologue, mais c'est pareil, c'est ce que je déplore, ce n'est pas des psychologues spécialisé, c'est-à-dire le pédophile il y va, il lui raconte sa vie, le mec c'est limite, moi j'ai vu un reportage, c'est limite s'ils les écoutent, quoi, ils sont là avec leur stylo, puis au suivant quoi. Non, il faudrait vraiment un réel suivi, de meilleures mesures prises, c'est-à-dire que, comment dirais-je, pour moi ces gens-là devraient carrément, alors vous allez me prendre peut-être pour une extrémiste, mais qui devraient carrément avoir une puce et qui devraient avoir interdiction au moins de s'approcher des écoles, interdiction de s'approcher des lieux d'enfants et ce n'est pas encore le cas quoi. Ouais. On me demande d'ailleurs si vous connaissez le travail de Marion Sigaud aussi au sujet de la pédophilie. Elle a beaucoup travaillé sur ce thème-là, en particulier sur dans son livre La Marche Rouge et l'affaire de l'hôpital général. Oui, alors dire que je la connais parfaitement, non. J'ai commencé à l'étudier, si vous voulez, lundi dernier, parce que il y a beaucoup de choses en fait qui nous ont interpellés et des choses positives. Hein. Avec ma vice-présidente, il faut savoir quand même qu'elle dénonce donc l'affaire de l'hôpital général, si mes souvenirs sont bons, ça remonte au début du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des enfants qui disparaissaient et elle a fait toute une chronologie des faits. Voilà. Exactement. Voilà, donc oui, je vous dis depuis en pleine étude dessus depuis lundi dernier. Et ayant en fait dans mon association une passionnée de généalogie, elle s'est amusée, donc la membre en question s'est amusée quand même à comment dirais-je, à faire la connexion des liens, c'est-à-dire sur internet, certains fichiers d'hôpitaux de l'an 1700, de l'an 1900 sont accessibles. Tel enfant rentrait pour tel fait et ressortait même tout seul à l'âge de 4 ans et on n'entendait plus parler ou alors on les retrouvait morts. Et on s'est aperçu en fait que oui, il y avait énormément d'enfants à l'époque qui disparaissaient. Mais alors ça c'est pareil, il faut remonter dans l'histoire et c'est encore un manque de temps, mais j'y vais tout doucement. D'accord. Eh ben on va faire une petite pause, donc voilà, le temps de reprendre, j'ai compris, normal. Donc voilà, on va faire une petite pause et puis on vous reprend dans une quinzaine de minutes, dans 15 minutes à peu près. D'accord. De toute façon, vous restez connectés. Voilà. D'accord, très bien, je vous remercie. Eh ben à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enlever, voilà, là ça passe. Voilà, parce que oui, j'avais enlevé le micro. Et je disais oui qu'on fera donc une petite pause et puis on revient juste après. J'ai vu, voilà, on me dit bon thé, merci pour ce thé. Il faudra nous envoyer des tonnes de thé si vous pouvez. S'il y a des Nico de Hong Kong là apparemment qui est en Chine qui peut nous envoyer du thé en direct de Chine. Alors, on a peut-être des métanotes aussi en Inde, je sais pas, ou peut-être en Thaïlande. On a vu qu'il y avait pas mal de connexions de gens en Thaïlande. Bon, il y a beaucoup de Français, hein, on sait, à Koh Phi Phi, voilà, à Pattaya, hein, au bord de la plage. Ça écoute Méta TV le soir. De toute façon, je sais pas trop quelle heure il est là-bas. Par contre, lorsqu'on fait l'émission, il doit être en plein après-midi à boire des cocktails au bord de la plage parce que c'est vraiment l'heure, quoi. Voilà. Eh ben oui, toutes vos questions, je les ai vues. On va en reparler juste après
Almeria, Onrek, Alphonse, Césium, Attila, Taker, Wand, Autonomie, il y a un peu Fleurette, beaucoup de nouveaux. Salut à tous les nouveaux, Rodolphe Pilar, voilà. Ok, c'est parfait. On fait la petite pause et on revient juste après. À vous là. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, voilà le temps de faire les petits réglages et puis on revient tout de suite avec Aurélie Trotro qui est avec nous, donc par Skype. Dès que c'est prêt, de toute façon, on va me faire signe. Voilà, donc j'ai lu un petit peu vos questions. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Il y a Isso aussi sur le chat avec nous et qui est aussi en train de répondre à certaines questions des métanotes directement. Voilà, sur les affaires. On me dit que c'est bon. Alors, je vais couper le micro. Et je vais remettre le son. Allô? Oui. Vous m'entendez? Voilà, parfait. Oui. D'accord. Il faut qu'elle coupe son son. Ouais. Donc. Ouais, alors a priori, on me dit que ça vient de chez vous. Ça vient de chez moi? Ouais, il y a un retour chez vous Enfin moi oui j'entends un retour, mais on va dire ça me gêne pas du moment que ça coupe pas comme tout à l'heure et que je passe pas pour une conne à confondre Émile Louis et Laurent Louis, c'est bon. D'accord. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai compris Louis, Dutroux, Réseau, j'ai fait la connexion des trois. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions où justement déjà on commence par nous demander où est-ce qu'en est un peu l'affaire Lola. Alors l'affaire Lola, ça a été, alors je vous explique, donc il y a eu le procès là qu'on avait lancé un appel au rassemblement où même vous étiez venus le 13 mai. Oui. La partie adverse, c'est-à-dire le violeur présumé, a été prévenu la veille du procès, comme quoi que l'audience était reportée parce que le président en fait était souffrant. Et la famille des victimes n'était pas au courant et nous non plus. Donc nous on s'est rendu en fait devant le TGI de Bobigny et on a appris ce report d'audience. Et le prévenu n'était même pas là parce que tout simplement lui et son avocat avaient été prévenus et pas la famille des victimes. Donc il faut quand même savoir que la petite est complètement traumatisée au point que sa famille a été obligée de la mettre de l'éloigner en fait du domicile familial parce que comme je vous expliquais, donc je parlais tout à l'heure si vous voulez d'un contrôle judiciaire et d'une interdiction de séjourner dans un département de 2011, c'est pour cette affaire-là. Donc elle subissait des impressions, donc elle a on a été obligé de l'éloigner, enfin c'est pas qu'on a été obligé, parce qu'on n'a pas eu le choix, en fait la famille n'a pas eu le choix de l'éloigner, donc la petite a quand même fait un aller-retour pour rien, a encore une pression énorme, psychologiquement déjà elle ne va pas très bien et ça lui a remis un coup. Et ce que je trouve lamentable, c'est que la partie adverse a été prévenue, mais que la partie civile, elle ne savait strictement rien. Ça aussi, c'est un dysfonctionnement, parce que normalement, on doit prévenir les deux parties. Normalement, on doit prévenir les deux parties, et même l'avocat était étonné, mais ce qu'on a su encore mieux, c'est que le prévenu, en fait, était retourné dans sa famille, et en fait, dans le département, donc il a une interdiction de séjourner. C'est juste hallucinant, quoi. Il a une interdiction, nous on se bat pour faire appliquer cette interdiction, et on le remet dans sa famille, dans ce département-là. C'est le monde à l'envers. C'est la victime, une fois de plus, qui a dû fuir. Ouais. Donc c'est encore des dysfonctionnements judiciaires. À ce propos d'ailleurs on nous parle c'est vrai qu'il y a une liste de villes qui reviennent assez constamment dans les affaires comme Toulouse, Draguignan ou Meaux. Est-ce qu'on peut parler, parce qu'à chaque fois dans ces villes c'est un peu aussi les mêmes personnes et c'est toujours beaucoup d'affaires qui sont étouffées, quoi. C'est toujours dans les mêmes tribunaux avec les mêmes personnes. Je peux vous dire, dans l'affaire du Var, dans l'affaire de Draguignan, je n'ai jamais vu une affaire autant étouffée que celle-ci. Des aveux, il faut quand même savoir qu'il y avait eu des aveux, des preuves, les enfants étaient plus que crédibles et que ça a été évincé et que je crois qu'il y a même eu un procès pour diffamation. C'est juste hallucinant, quoi. C'est en gros, t'es victime, tu te tais, tu subis, point barre. Ouais. Oui, parce que c'est reçu ici même les grands-parents dans cette affaire et c'est une affaire incroyable. Mais c'est plus qu'incroyable, hein. C'est une affaire que on suit depuis janvier.
j'ai même pas de mots, si vous voulez. J'ai même pas de mots, mais en même temps, entre guillemets, avec tout ce qu'on voit, ça nous étonne même plus. Mais cette affaire-là, par contre, ouais, c'est vraiment ce que j'appelle un fiasco judiciaire total. Alors, on nous parle aussi d'une autre affaire, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, c'est l'affaire Sylvie et Finger. Oui. Oui, voilà, on me parle d'enfants qui sont placés par les services sociaux et qui sont souvent, paraît-il, drogués au Risperdal, un médicament pour les schizophrènes. Après, si vous voulez, je préfère pas m'exprimer sur cette affaire, c'est à Sylvie de le faire parce que c'est son affaire. J'ai connaissance de cette affaire, il y a 3 jours de ça, si mes souvenirs sont bons, la petite avait même fugué. Il faut savoir quand même que la mère a été prévenue qu'à 13h, que moi-même j'ai appelé le commissariat pour savoir s'il y avait eu en fait un signalement de fait de la part de l'ASE et que la petite a été déclarée disparue à 9h. L'ASE a fait le signalement, si mes souvenirs sont bons, qu'à 11h. Vous vous rendez compte quand même, 9, 10, 11. Une gamine de 12 ans. Je suis désolée, avec tout ce qu'on voit, le signalement devrait être fait de suite. Et les droits de Sylvie ne sont pas du tout, mais pas du tout respectés. Et comme on dit, oui, les gamins sont drogués. Elle a l'autorité parentale, mais elle ne décide de rien. Oui, d'accord. D'ailleurs, si Sylvie m'écoute, je la salue et elle sait très bien que je la soutiens du mieux que je peux. Mais c'est pareil, elle apporte des preuves de tout ce qu'elle avance et il y a encore une volonté, entre guillemets, de vouloir la faire passer pour une tarée, alors que c'est pas du tout le cas. Je l'ai rencontrée le 24 mai. Ma vice-présidente l'a rencontrée assez régulièrement. Elle l'a même accompagnée une fois à titre personnel et non à titre associatif. Je tiens aussi à le préciser. On la soutient personnellement. Sylvie, on tente de la faire taire. Et ça, elle a même eu, je crois qu'elle a même une plainte aux fesses par rapport à ça, c'est hallucinant, quoi. Alors, on me demande aussi, est-ce que vous connaissez l'affaire de Corinne Bouget ? Non. D'accord. C'est aussi une affaire un peu similaire. Alors, il y a une question aussi, est-ce que les enfants, justement dans les orphelinats, les DAS, qui semblent être des victimes potentielles un peu plus encore précaires que les autres, parce qu'il paraît-il, il y a des disparitions suspectes aussi dans les organismes sociaux. Oui. Oui, nous c'est ce qu'on a constaté en fait. Vous avez parlé de Marion Sigaud qui elle a fait énormément de recherches là-dessus. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte, si vous voulez, que on a l'impression que parfois qu'il y a entre guillemets des orphelinats dans le temps qui s'étaient créés pour faire disparaître des enfants. Il y a un rapport qui a établi quand même qu'il y avait eu des centaines d'enfants qui auraient été violés de 4 mois à 11 ans, en fait, l'âge des enfants. Et donc, c'est juste hallucinant, quoi. Ouais. C'est juste hallucinant. Donc oui, moi j'ai bien l'impression aussi que dans certains foyers, alors attention, il y a des foyers qui sont très bien et voilà, je ne veux pas non plus tous les incriminer, mais on se rend compte que dans certains foyers, il se passe quand même des choses plus que louches. Oui, d'accord, il est bon de le signaler. Alors, on me demande justement à propos de ces foyers, puisque apparemment, quand il y a un signalement qui est fait, les enquêtes sont menées par des éducateurs ou des psys. Est-ce que c'est vrai que ça fait pas c'est pas un peu laxiste de la part des autorités et en plus, est-ce que c'est pas non plus un peu défaillant comme système de base, le fait que ces enquêtes soient pas menées par de véritables professionnels que devrait être la police normalement? Alors là où on se rend compte que le système est complètement défaillant, c'est que, alors moi comme je vous ai dit, on lutte contre la pédocriminalité, mais on lutte également contre la maltraitance. Là où il y a vraiment, si vous voulez, alors il y a des signalements qui sont faits, il y a des familles où je vois des gamins se faire retirer en 24 heures top chrono pour des conflits familiaux, c'est-à-dire que le divorce ne se passe pas forcément bien et qu'on dit que l'enfant est perturbé. Ouais. Et je vois d'autres familles, dont en particulier un dossier qu'on a à l'association, donc pareil, le papa était présent à la conférence et le dossier Nolan, donc à la Merveille, où là la nourrice a tout fait pour retirer l'enfant, là il y avait vraiment un extrême danger, l'enfant était bleu, il y a même eu un reportage sur France 2 sur cette affaire, l'enfant était couvert de bleu, il y a eu un signalement fait début juin, que c'est la nourrice qui a fait le signalement, elle a reçu les services sociaux mi-juin, elle a voulu leur montrer les preuves de maltraitance, c'est-à-dire les preuves avérées, les photos qu'elle avait fait, ils ont refusé de les voir, et fin juin, le gamin il est mort sous les coups, et donc là en fait on
se rend compte que dans des familles où il n'y a strictement rien à se reprocher, les gamins sont retirés dans un temps record, mais par contre, quand il s'agit d'agir envers des enfants, là où il y a un réel danger de maltraitance, eh ben, on n'agit pas. Ouais. Oui, parce que là, c'est une histoire incroyable, ça encore. Et on me demande aussi... C'est une histoire plus qu'incroyable, quoi. On me demande aussi, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Stan Mayo et apparemment de son enlèvement qui serait faux, quoi.